le signal. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous avons l'honneur de démarrer l'interview renforcement que le chef de l'État a bien voulu accorder aux 3 groupes de presse. Que le chef de l'État a bien voulu accorder aux 3 groupes de presse qui en avaient formulé la demande. Cette interview-là donc va démarrer. Je rappelle que ces groupes de presse, c'est le groupe Futur Média, le groupe des médias et la RTS. Comme convenu, le président va faire un mot introductif, va dire un mot en guise d'introduction. Ensuite, nous passerons directement à l'interaction. Pour rappel, l'interaction porte sur 5 thématiques. L'économie, puisque nous sommes dans le cadre d'une tournée économique qui va se tailler la part du lion avec une série de 3 questions pour chaque groupe. Ensuite, nous aurons l'actualité, 2 questions pour chaque groupe. Le politique, 2 questions pour chaque groupe. Le social, 2 questions. Et une rubrique autre qui vous permettra éventuellement de faire des relances s'il y avait des éléments éventuels d'insatisfaction par rapport aux questions posées. La dernière précision, c'est que les questions de chaque rubrique vont être posées en vrac. Pour l'économie, 9 questions vont être posées. Le chef de l'État prendra note sur la base de ces 9 questions et apportera une réponse globale. Pour actualité et les autres rubriques, c'est comme cela que ça se passera. Et bien entendu, c'est la rubrique autre qui vous permettra de pouvoir faire des questions de relance relativement à des questions qui, selon vous, n'auraient pas été suffisamment éclairées. Merci. Sans tarder, nous donnons la parole au président de la République. Monsieur le Président, si je puis me permettre, vous avez la parole. Je vous remercie. Je voudrais commencer par saluer les représentants de la presse nationale ici présents à travers les 3 groupes des médias, le groupe GFM et la RTS, qui est un échantillon très représentatif de la presse nationale. Comme vous le savez, j'avais pris la décision depuis 2012, après le premier conseil des ministres de localiser de Ziguinchor, mais en réalité qui était le 3e, à la suite de la rencontre que nous avions eue sous un format pareil, décidé que régulièrement, si l'agenda me le permettait, je souhaitais rencontrer la presse nationale pour échanger sur les politiques publiques, sur la gouvernance, parce que nous avons une obligation de rendre compte aux populations des politiques que nous mettons en œuvre. Et le rôle de la presse, le rôle des médias, c'est justement d'être ceux-là qui sont chargés de transmettre ces informations et aussi d'être un peu la vigie par rapport aux engagements pour les rappeler aux gouvernants, mais aussi quand c'est utile et positif, qu'ils puissent aussi le signaler. Ce n'est pas soutenir l'État, mais se donner une information juste et équitable. Et quand également il y a des manquements, de le rappeler. Je pense que là, les médias sont dans leur rôle. Donc soyez-en remerciés. C'est l'agenda qui est un agenda particulièrement surchargé, qui a fait qu'en dehors des vœux à la presse, où nous avons l'occasion d'échanger sous un format encore plus large, donc pour pouvoir aujourd'hui vous écouter. Et je suis à votre entière disposition. Je vous remercie par avance de cette rencontre. Monsieur le Président, bonjour et merci de recevoir une nouvelle fois donc la presse pour vous parler. Je suis Aram Dao, journaliste à la RTS et j'ai pour vous 3 questions. La première, Monsieur le Président, est-ce que dans votre volonté de développer les infrastructures à Kaffrine, vous avez envisagé un paramètre, c'est-à-dire les inondations qui sont une réalité à Kaffrine et qui peuvent annihiler cette volonté que vous avez de développer les infrastructures? Donc, quelle solution durable envisagez-vous ici à Kaffrine pour sortir les populations des inondations à l'image de ce qui se fait un peu dans la banlieue de Dakar? La deuxième question, Monsieur le Président, nous sommes aussi dans le bassin arachidier et depuis la dissolution de l'ONCAD et de la Sonagraine, on a vu que les producteurs ont un peu du mal à avoir accès aux semences de bonne qualité,
au matériel agricole et même à commercialiser leurs produits. Donc là aussi, quelle est la politique que l'État compte mettre en place pour un peu accompagner les producteurs de cette zone du bassin arachidier? Je finis avec une troisième question, plus actualité mais également économique. Donc selon la Banque mondiale, Monsieur le Président, la croissance pourrait ralentir en Afrique, mais semble-t-il le Sénégal est épargné. Donc quelles sont, selon vous, ces réformes qui pourraient nous mettre à l'abri des chocs, puisqu'on parle de réformes qui pourraient justement sauver le Sénégal de ces chocs? Ce sont mes trois questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Je suis Alassane Saba Diop de la RFM, le directeur de la RFM. Merci, Monsieur le Président, de recevoir la presse dans cette conférence de presse. Je salue mes confrères qui sont là. Le bilan du plan Sénégal émergent. Depuis qu'on parle de ce plan, les Sénégalais doivent bien savoir combien d'argent effectivement a été reçu au Sénégal. Et quel est le taux d'endettement du Sénégal? La Banque mondiale parle de 47% de taux d'endettement du Sénégal. Est-ce que c'est supportable pour les finances sénégalaises? La troisième question, c'est que le FMI demande la suppression des subventions sur l'énergie. Qu'est-ce que le Sénégal va faire sur ce plan bien précis? Parce que le plan Sénégal émergent prendrait en compte le problème de l'électricité. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je dois répondre ou il faut... Ouais. On prend toutes les questions. Oui. Très bien, madame. Voilà. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est Evelyne Mondjouba, la coordonnatrice générale des rédactions des médias. Monsieur le Président, le Code des marchés publics a connu tout récemment des modifications. Parmi celles-ci, l'article 76 qui autorise l'entente directe communément appelée gré à gré. N'y a-t-il pas là des risques d'entorse à la règle de transparence? Permettez-moi à présent de parler des conseils des ministres décentralisés ou tournées économiques. Plus de 2000 milliards promis dans les différentes régions où vous êtes passés. Quel est l'état de réalisation de ces promesses? Car il y a des populations de certaines régions qui commencent à s'impatienter plutôt. Et puis, Monsieur le Président, où est-ce que vous allez trouver tout cet argent? Merci beaucoup. Pour terminer en économie, des projets ont d'ailleurs été lancés dans le cadre du plan Sénégal émergent, mais les entreprises sénégalaises, plutôt, ne s'y retrouvent pas, car elles ont l'impression que vous préférez le savoir-faire extérieur et elles n'arrêtent pas de dénoncer ce fait. Ont-elles raison, Monsieur le Président? Merci. Oui, bonjour Monsieur le Président. Alioune Badara Fall, directeur de la publication L'Observateur. Je voudrais aborder le volet de l'autosuffisance en riz en 2017. C'est un volet qui vous tient à cœur. Pensez-vous que nous pouvons y arriver déjà à date échue? Et quels sont les moyens en termes de finances et de stratégie que vous allez mettre en œuvre pour permettre au Sénégal d'atteindre cette autosuffisance en riz en 2017? D'autant plus qu'on sait qu'il y a un problème de pistes de production et d'emblavement des terres. Merci. Ok, merci. Voilà, c'est bon. Alors, au suivant. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Barkaba du groupe Futur Média. Monsieur le Président, on sait que Dakar est devenu une place bancaire très intéressante. On annonce même l'arrivée de plusieurs nouvelles banques, ce qui veut dire qu'il y a de la place et que l'intérêt est là. Mais on se rend compte, Monsieur le Président de la République, que les Sénégalais ont un problème avec la dette.
ils sont surendettés et la plupart des fonctionnaires tirent le diable par la queue à la fin du mois. C'est devenu très très compliqué pour certaines catégories de personnes. Il y a même un phénomène de surendettement. Qu'est-ce que le président de la République que vous êtes peut faire pour soulager ces fonctionnaires-là, surtout mes cousins sérères qui sont très très fatigués? Et on sait qu'il y a des contraintes liées à l'UEMOA, aux dispositions communautaires, mais est-ce que l'État, en tant que dépositaire de la puissance publique, n'a pas des instruments sur lesquels il peut s'appuyer pour soulager ces Sénégalais, ces fonctionnaires très très fatigués par les taux de certaines banques qui sont prohibitifs, et même aussi pour nos cousines, nos mamans qui sont dans les villages et tout, et qui comptent sur les crédits mutuels, sur les institutions de microcrédit, qui pratiquent aussi des taux prohibitifs parfois qui s'approchent des 18%. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour la baisse sur les impôts, pour les salaires, et sur le coût sur le loyer, mais aussi je pense qu'il y a un vrai phénomène, un vrai problème avec la dette et le surendettement des ménages. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que puissance publique? Je vous remercie. Merci Barka. On a fini. Voilà, dis donc, vous avez dit une dizaine de questions, mais j'ai l'impression qu'il y en a une infinité. Je voudrais vous remercier en me permettant de revenir sur un certain nombre de politiques publiques. Pour répondre à Mme Aram Ndao de la RTS, s'agissant du programme d'infrastructure de Kaffrine, bien entendu, la problématique des inondations reste dans nos esprits. Je rappelle que l'année dernière, la ville de Kaffrine a connu de graves inondations avec une descente en pente des eaux très très forte qui a occasionné des dégradations énormes. Cela a fait l'objet d'une intervention immédiate et depuis d'ailleurs nous avons engagé l'Office national de l'assainissement qui au moment où je vous parle est en train de commanditer une étude globale sur l'assainissement de la ville de Kaffrine dans ces deux dimensions, mais surtout dans la dimension eau usée, eau pluviale, c'est-à-dire que les eaux de ruissellement provenant des eaux de pluie, étant entendu qu'il n'y a pas de cours d'eau qui peut faire l'objet d'inondations. Et cette dimension eau pluviale est déjà prise en compte et nous avons même identifié le partenaire qui doit payer les études qui se chiffrent à 150 millions. Mais l'assainissement en lui-même coûtera quelques milliards, mais nous avons absolument pris en compte cela. Je dois vous dire que dans les nouvelles constructions routières, cette dimension assainissement est toujours prise en compte, toujours. C'est-à-dire que nous avons à la fois la dimension assainissement, la dimension environnement, de sorte que le dimensionnement des chaussées prenne en compte tous ces volets. Donc soyez rassurés. S'agissant de votre seconde question, qui est une question qui est posée ici au cœur du bassin arachidier, s'agissant de l'accès aux semences, au matériel agricole, aux engrais, donc ce qu'on appelle communément les intrants, mais aussi aux difficultés notées dans la commercialisation de l'arachide, je voudrais vous inviter à observer quand même les efforts incontestables qui ont été réalisés depuis quelques années. D'abord sur la commercialisation, parce que c'est le volet le plus important en aval. Ce n'est qu'en 2013 et en 2014 que le prix au producteur a atteint son niveau actuel, qui est de 200 francs le kilogramme. Jamais auparavant, le prix au kilogramme de l'arachide n'avait atteint ce niveau. Et l'État, qui ne fixe pas le prix, mais qui suit avec le CNIA, a tenu à prendre toutes les dispositions pour que ce prix, conjointement fixé par les producteurs,
les opérateurs et les industriels soient respectés comme prix du marché. Malheureusement, il est apparu, comme vous le savez, des pratiques de dumping qu'on appelle communément dans notre jargon national le mbapat, qui consiste à essayer de créer des lenteurs dans le financement et à apporter une raréfaction sur les marchés, les louments, pour que les producteurs pressés puissent bazarder leur production. Et il y a des spécialistes, malheureusement dans le monde rural, qui passent leur temps à faire des marges, des super marges, en gardant l'argent, en le sortant au compte-gouttes. Ils arrivent à amasser, si le prix est à 200 francs, peut-être ils l'achètent à 150, 175, le temps de stocker et d'attendre que le marché augmente pour pouvoir finalement eux-mêmes revendre. Évidemment, c'est de la spéculation, mais nous avons tenu quand même, bien que nous respections les lois de l'offre et de la demande, à ce que les catégories les plus défavorables ne fassent pas l'objet de ce chantage que nous condamnons très fortement. Et cela a été fait. À un moment donné, nous avons aussi, pour éviter que le paysan, le producteur, soit pris sous la pression, travaillé pour que l'arachide du Sénégal puisse sortir de notre pays. Et ça a été un travail extrêmement long et difficile pour accéder au marché comme la Chine, marché chinois. Il a fallu nous mettre aux normes, il a fallu expliquer comment notre système de production était réalisé et comment il fallait faire en sorte que les problématiques liées à l'aflatoxine et autres insectes qui handicapaient quelque peu le développement de notre arachide puissent être levés. Aujourd'hui, ces contraintes sont levées et je peux vous dire au moment où je vous parle, près de 90 000 tonnes d'arachide ont déjà été exportées vers ces marchés. Ça, c'est une opportunité. Et cette année, cela a été une bouffée d'oxygène à telle enseigne qu'aujourd'hui, il arrive que l'arachide soit acheté à 250 francs. Donc, vous voyez que le marché évolue selon les réalités du moment. Donc, nous avons beaucoup fait pour que la commercialisation de l'arachide soit un succès. Mieux, l'État a lui-même déclenché le processus en faisant une commande par anticipation des semences de l'année d'après. Donc, nous achetons 50 000 tonnes d'arachide pour déclencher la campagne et que nous payons immédiatement. Et nous avons travaillé avec les banques pour qu'elles prêtent aux industriels et qu'elles prêtent aux OPS afin que le marché soit bien qu'il puisse fonctionner selon les règles et des crédits à jour. Donc quand un État fait tous ces efforts, on ne peut pas prendre des critiques faciles qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Vous savez, notre pays est le pays où on revendique le plus. Si la campagne ne marche pas, je pense que vous entendrez dans les discours pendant mon séjour, dans ces 3 régions qui constituent le bassin arachidier, à savoir la région de Kaolack, la région de Kaffrine et la région de Fatick, vous auriez certainement entendu des récriminations très fortes. Mais je vais vous dire que beaucoup d'efforts ont été faits. S'agissant maintenant des intrants, nous avons fait ce qu'aucun gouvernement n'a jamais fait. C'est là la réalité et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour faire une bonne production agricole, il faut de bonnes semences, vous l'avez dit. Notre capital semencier est en voie d'être entièrement renouvelé. Pour l'arachide, avant 2012, donc jusqu'en 2011, les quantités disponibles étaient de l'ordre de 500 kg d'arachide en semences certifiées. Je dis bien 500 à 600 kg, moins d'une tonne. En 2012, nous sommes passés tout de suite à 6 000 tonnes. Facteur 10, multiplié par 10, la disponibilité de la semence certifiée arachide de 2011 à 2012. De 2012 à 2013, nous sommes passés à presque 25 000 tonnes. 25 000 tonnes et aujourd'hui, nous tendons vers les 50 000 tonnes d'ici l'année prochaine. Autrement dit, après 2016, nous aurons entièrement renouvelé le capital semencier arachide en pré-base et en base
pour permettre d'augmenter la productivité. Et les semences interviennent pour près de 30% sur la productivité de l'arachide. À côté des semences, vous avez les engrais. Nos sols sont appauvris puisque les effets de la monoculture arachidière ont eu raison des terres qui ont perdu de leur valeur nutritionnelle. Et donc, il faut revenir dans la fertilisation, dans le phosphatage des sols. Chaque année, nous avons, depuis ces quelques années, mis plus de 8 milliards, entre 8 et 11 milliards, mais 8 milliards rien que pour l'arachide, pour les engrais qui sont subventionnés pour accompagner, n'est-ce pas, les producteurs dans l'enrichissement des sols et dans la régénération des sols. En plus d'autres méthodes culturelles qui consistent à faire de la diversification, à faire de la rotation pour que les terres puissent respirer. Alors l'autre aspect, et le troisième non moins important, c'est le matériel agricole. Parce qu'il faut augmenter la productivité. La force musculaire ne peut pas entraîner un développement spectaculaire d'un pays. Nous avons décidé de changer de paradigme. Pour les paysans qui ont le moins de moyens possible, qui ont le moins de moyens, c'est-à-dire vraiment les paysans et agriculteurs de revenus modestes, nous avons continué à les soutenir à travers le matériel attelé, qui utilise encore les paires de vaches, qui utilisent les chevaux et du matériel attelé. Vous verrez là un échantillon des 20 500 outils, machines-outils, qui servent, que ce soit les charrues, les semoirs, les houssines, donc que nous mettons à la disposition des paysans avec une subvention de 70%. Autrement dit, un matériel qui coûte 10 000 francs, il revient à 3 000 francs aux paysans. C'est une aide substantielle que nous faisons aux paysans. Mais au-delà du paysan modeste, nous avons également des agriculteurs qui sont engagés dans la production céréalière, dans des corridors céréaliers, dans le PSE, la production de riz, je vais y revenir. Il faut donc mécaniser à grande échelle. Et là-dessus également, nous allons mettre sur le marché 1400 tracteurs. 1400 tracteurs, vous savez que ça ne s'est jamais fait. Et ces 1400 tracteurs devront entraîner, s'ils sont bien utilisés, une véritable révolution agricole au Sénégal. Là aussi, l'État prendra en charge 60% sous forme de subvention. Les producteurs, 40% par la voie du crédit bancaire, évidemment. Donc tout cela, c'est pour vous dire, madame, qu'en matière d'agriculture, le soutien de l'État, son accompagnement, l'encadrement, la participation de nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. On est même avec la Banque mondiale sur un projet de gestion par les systèmes de téléphone cellulaire et par la géolocalisation pour suivre les bénéficiaires, les cibler dans les champs, dans les localités les plus éloignées et donc pouvoir retracer les bénéficiaires chaque année qui ont de nouvelles semences à travers un projet bien connu qui est un projet d'ailleurs ouest-africain. En résumé, l'agriculture sénégalaise est en train de changer de visage et si nous avons lancé justement l'autosuffisance dans des délais aussi rapprochés, c'est parce que nous avons changé de méthode de travail. Les ressources que nous y mettons aujourd'hui sont sans commune mesure avec ce que le secteur de l'agriculture obtenait comme affectation de ressources. C'est ça qui fait la différence. En plus de l'engagement politique au plus haut sommet de l'État, nous avons mis les moyens pour exiger du gouvernement, des sociétés et des producteurs les résultats qui doivent être attendus après avoir mis autant de ressources. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier aspect. S'agissant de la croissance, vous l'avez dit, le Sénégal a été épargné cette année puisque, d'après le rapport de la Banque mondiale, la croissance africaine globale et moyenne a été réduite à 4% en moyenne, pendant que nous sommes à 4,5%. Nous devrions même être à 5%.
mais il y a eu les effets combinés, vous le savez, de Ebola sur certains secteurs comme le tourisme et aussi l'hivernage qui n'a pas été particulièrement abondant cette année. Mais malgré tout cela, nous sommes arrivés à 4,5% de croissance. Et je rappelle que depuis 2012, la croissance, elle est évolutive. Et c'est ça qui est important. Cette tendance constante à la croissance est partie de 1,7% en 2011 de croissance. 3,2, 3,8, 4,5 aujourd'hui et 5,4 comme projection minimale sur 2015. Alors, cela veut dire quoi? Depuis que nous avons lancé les chantiers de l'émergence, comme on dit, à travers certains projets, dans le secteur du bâtiment en particulier, des travaux publics, le secteur routier, le secteur des pistes. Je vous rappelle, depuis 2013, chaque année, nous réalisons un programme de 1000 km de pistes. Et aujourd'hui, ce que le Sénégal fait, il ne pouvait pas le faire avant, puisque les ressources affectées à notre développement ne l'ont pas été auparavant. Ces ressources étaient plus concentrées sur le fonctionnement. Et depuis 2 ans, en moyenne, nous avons un peu moins de 1000 milliards par an. Cette année, nous sommes à 995 milliards, plus précisément, qui sont affectés à l'investissement direct pour les populations. 995 milliards par an, c'est beaucoup de ressources, indépendamment des questions de fonctionnement. Donc nous pouvons aujourd'hui, par exemple, décider de faire, soit dans notre programme autonome, le FERA, le fonds routier pour l'entretien courant, ou bien à travers notre BCI, directement décider de faire une route sur 20 milliards ou 25 milliards. Nous pouvons le faire aujourd'hui. Nous pouvons aujourd'hui décider, comme je l'ai fait, de construire dans l'année 2 universités pour 130 milliards, sans aller commander ça, ou aller négocier avec quelques bailleurs que ce soit. C'est dû à la bonne tenue de nos finances publiques. C'est dû aux arbitrages qui étaient difficiles au départ. Parce que nous avons changé la méthode même de concevoir le budget. J'ai dit, le budget désormais, il obéira à la satisfaction des priorités contenues dans le plan Sénégal émergent à travers notre PAP, c'est-à-dire le plan d'action prioritaire sur les 4-5 années. Une fois que nous réglons cela, le reste, on pourra le faire, puisqu'il faut arbitrer. Il y a des priorités. À partir du moment où on fait le choix d'arbitrage et le choix du suivi avec une méthode d'évaluation, de suivi, nous pourrons véritablement répondre à nos préoccupations majeures. Voilà pourquoi la croissance commence à rebondir. Et les secteurs répondent, que ce soit l'agriculture. En termes de production, cette année, nous sommes, d'ailleurs c'est très en deçà, à presque 460 000 tonnes de paddy. Mais nous n'avions pas complètement démarré. Maintenant c'est fait. L'emblavement des terres, l'augmentation des surfaces emblavées en matière de riz. La SAED le fait présentement au moment où je vous fais. Anambé le fait. Nous lançons aussi à grande échelle la riziculture pluviale. Ça va donner des résultats avec la contre-saison, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas de raison que vous fassiez vos emblavures, que vous donniez des semences certifiées, que vous mettiez de la mécanisation, que vous mettiez de l'eau et que vous ne produisiez pas. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Et c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que le bon, une fois que tout cela est lancé, va passer très vite des taux de pourcent de croissance de l'ordre de 4,5 à 7%, voire plus. Parce que quand tous les secteurs vont répondre, comme le bâtiment, avec tous les projets d'habitat aujourd'hui à Diamniadio, à Dakar, dans les pôles urbains, mais aussi la reconstruction dans notre pays. Le Sénégal aujourd'hui est à 5 millions pratiquement de consommation de ciment, 5 millions de tonnes. Sur les 6 millions que nous produisons, un peu moins de 5 millions. Ça veut dire que les chantiers ont repris et que la confiance est là. Cela s'est vu d'ailleurs sur la croissance du secteur moderne tel que le bâtiment, les travaux publics et construction. Sur l'année 2014, il y a eu une croissance de plus 6,5%. Vous voyez que ce secteur est très en avance par rapport à la croissance moyenne de 4,5%. Autre secteur qui a connu un bond, c'est le secteur tertiaire avec 21,3%.
en 2014. Et ça, ce sont les derniers chiffres de la note de conjoncture faite par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Dans le secteur industriel, la croissance a repris, mais très faiblement, plus 1,3%. Là aussi, il faut rappeler que les ICS qui étaient presque à l'arrêt ont repris. Il y a eu un repreneur. Aujourd'hui, il y a dans l'industrie de pêche une reprise en main qui se fait. L'industrie minière extractive reprend et nous essayons autant que faire se peut d'aider les entreprises en difficulté. Bien sûr, Sénégal Airlines, il y a de graves problèmes que nous essayons de sauver parce que c'est une société qui est mal partie, qui n'a pas eu le capital nécessaire pour être véritablement une compagnie aérienne. Malgré la volonté des personnels, malgré leur abnégation, aujourd'hui, il faut un véritable plan de sauvetage pour que cette entreprise puisse être sauvée. Alors, donc, voilà ce que je voulais dire. Et en termes de prix à la consommation, nous avons connu une baisse des tendances. Au lieu d'avoir une inflation, c'est plus une déflation qui est notée, de l'ordre de 1,2%, moins 1,2%. Vous savez très bien que depuis que nous sommes là, les prix n'ont pas augmenté. Que ce soit les prix des denrées de première nécessité, que ce soit même les prix des produits pétroliers. Globalement, il y a une baisse générale qui a été notée, qui accompagne un peu la compétitivité, prix de notre économie. Et je pense que nous devons être fiers et être vigilants parce qu'il y a des explications aussi à ce que j'ai dit, mais cette année, il y a eu la baisse de l'euro qui a entraîné une baisse immédiate du franc CFA. Cela doit agir sur la compétitivité quelque part. Et il y a eu la baisse mondiale sur les prix des produits pétroliers. Donc si on combine ces facteurs, qui sont des facteurs exogènes favorables, bien sûr, nous avons pu en profiter. C'est pourquoi la baisse globale de la croissance en Afrique ne nous a pas tellement affectés, malgré le renchérissement du dollar, puisque nous importons en dollars. Mais sur l'ensemble, il y a eu une meilleure amélioration. Les réformes qui nous mettent à l'abri du chaos, le terme est impropre, même s'il est annoncé ailleurs. Je ne crois pas que ce soit le terme de la Banque mondiale. Il y a point de chaos possible à l'horizon, mais Inch'Allah, il faut toujours le dire. Mais de façon générale, nous devons continuer les réformes. Puisque si nous ne réformons pas, ça veut dire que nous restons statiques et nous dormons sur nos lauriers. C'est-à-dire croire que l'État est une vache à lait permanente, chacun revendique, chacun demande l'impossible, sans donner de soi le minimum qui fait que c'est la somme de nos efforts qui fait l'effort national et la production nationale. Bien sûr, si on est dans cette perspective, on se leurre. Les pays doivent se réformer. Nous devons améliorer le climat le climat des affaires dans notre pays. Nous devons lutter contre la corruption. Nous devons faire en sorte que la perception d'un état de droit soit une réalité dans notre pays. C'est ça qui attire l'investissement. Puisque l'État tout seul ne peut pas créer beaucoup d'emplois. Vous le savez très bien. Un État, il a des fonctions régaliennes. Il a besoin de militaires pour sa sécurité et sa défense. Il a besoin de policiers, de gendarmes. Il a besoin de médecins pour la santé des populations, d'infirmiers, etc. Il a besoin surtout d'enseignants pour l'éducation et la formation. C'est tout. Le reste, ce sont vraiment des portions marginales. Les autres fonctionnaires, ils ne peuvent pas être nombreux. Donc, tout ça réuni, vous le faites, vous êtes à 130 000 à peu près travailleurs sur 13 millions d'habitants. C'est 1%. 1%. Ça, les fonctionnaires. 1% de la population. Et combien il coûte à la population? Combien il coûte au pays? Je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas donner l'impression que je ne défends pas les fonctionnaires. Je suis aussi le président des fonctionnaires. Donc, ils font partie de la population. Ils doivent être soutenus. Ils doivent être accompagnés, comme disait la question, je pense, de Barka. Mais si quelqu'un va s'endetter au-delà de ses capacités, le président de la République ne peut rien faire pour celui-là.
Il faut vivre selon nos moyens. Quand vous avez des capacités d'endettement qui sont minimes, mais essayez de respecter les ratios. Même la loi le dit. Parce que la quotité saisissable sur un salaire, il faut qu'il soit inférieur au tiers. Puisqu'on considère que le travailleur doit payer un loyer, il doit nourrir sa famille. Mais on ne peut pas le laisser s'endetter et puis à la fin du mois, il se retrouve avec un bulletin blanc. Maintenant, vous avez posé la question pertinente des taux du crédit. Et nous y travaillons pour que les crédits ne soient pas usuriers, pour que les durées de remboursement soient le plus long possible. Et nous avons obtenu avec le système bancaire, avec la BCEAO, qui fait des efforts dans ce sens, en baissant ses taux directeurs, en faisant en sorte, et nous travaillons pour que les banques également aient des allègements par rapport à la législation bancaire qui doit être modernisée. Les efforts de réforme que nous faisons doivent aussi toucher notre banque centrale, parce que ce sont des méthodes assez classiques, des mesures trop prudentielles. Il ne s'agit pas d'aller à l'aventure, mais il faut bouger un peu le cocotier, parce que, voilà, exiger des banques qu'elles puissent avoir autant de revenus, disons, prêtés, ça n'a pas de sens. Et ça n'accompagne pas l'économie. Ça n'accompagne pas le crédit. Ailleurs, c'est peut-être 20%, 25% maximum qui sont exigibles aux banques en termes de réserve par rapport à leur potentiel de crédit. Donc, si nous voulons que le crédit soit relancé, que les populations aient accès, les travailleurs, l'économie, il faut que notre banque centrale aussi nous accompagne de façon forte. Mais comme elle est communautaire, ce n'est pas la banque centrale du Sénégal, c'est la banque centrale des États de l'Afrique, de l'Union monétaire et économique ouest-africaine. Mais c'est au niveau des chefs d'État, au niveau des gouvernements et de la banque elle-même que ces questions doivent être traitées. Mais je puis dire, pour avoir échangé plusieurs fois avec le gouverneur de la Banque centrale, qu'elle-même fait des efforts pour que les taux de crédit soient plus bas. Sur l'habitat aujourd'hui, nous pouvons aller à 20 ans, 25 ans. Ce n'était pas le cas. De sorte que le jeune travailleur qui sort, tout de suite, il doit pouvoir obtenir un crédit immobilier sans apport, parce qu'on sait qu'il est là, il travaille. D'ailleurs, ça va réduire les grèves. Parce que si les banques nous suivaient, on donnerait le crédit à tous les agents de l'État, aux fonctionnaires qui allaient payer leur maison. Comme ça, ils savent que s'ils ne vont pas travailler, c'est fini la maison. Parce que dans beaucoup de pays, et le Maroc, Sa Majesté m'a dit, ils ont réussi ce couplage en étalant la durée du crédit, et les gens ont pris les crédits, même pour les emplois non salariés. Et les gens se battent pour aller au travail, parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, il y a quelque chose qu'il faut donner à la banque pour garder le toit. Il faudra que les banques nous suivent sur ce plan, mais déjà, je puis vous dire que dans les projets immobiliers lancés en ce moment, il y a une parfaite synergie avec les banques. Et donc les durées ont été augmentées et les crédits abaissés. Maintenant, c'est le crédit à la consommation qui est très cher. Et là-dessus, je crois que nous continuerons à faire des efforts pour accompagner la consommation dans notre pays. Alors, s'agissant maintenant de Alassane Samba Diop, le bilan, il aime bien le bilan Alassane. Nous sommes à la première année du plan Sénégal émergent. Alors, vous avez raison, lorsque au mois de février 2014, je me suis rendu à Paris pour rencontrer la communauté internationale et rechercher le gap, puisque nous avions déjà une bonne partie du financement, mais il y avait un gap pour pouvoir compléter les 10 000 milliards de francs CFA qui étaient nécessaires au financement du plan d'action prioritaire 2014-2018. 10 000 milliards. Nous recherchions 1800 et quelques milliards pour le secteur public et à peu près un peu plus pour le secteur privé, puisque vous savez que dans le financement, il y a une partie publique, il y a aujourd'hui une partie privée à travers les partenariats publics-privés. C'est le cas de beaucoup de projets. Nous avons eu beaucoup plus que cela à Paris et nous sommes revenus avec plus de 3600 milliards. Engagement ferme. En une année, février 2014, février 2015, nous avons mobilisé 35%. 35%, c'est plus du tiers.
c'est plus du tiers de cette ressource qui devait être étalée sur 5 ans, 35% a été mobilisé en une année. C'est un record absolu. Et c'est l'expression de la confiance des partenaires sur notre pays. Certains partenaires sont allés même jusqu'à 40%. C'est le cas de la Banque islamique de développement. 40% de leur engagement en France, qui était de 1 milliard 100 millions de dollars, ont été mobilisés en une année. Et donc, nous sommes véritablement dans la mise en œuvre effective et réelle du PSE. C'est le sens des projets que vous avez vu démarrer, l'habitat, les projets de route, les projets de pistes, les projets d'électrification rurale et de manière générale l'ensemble des projets publics que vous êtes en train de suivre, dont vous êtes en train de suivre l'exécution à travers le territoire national. Alors donc, si bilan on devrait le faire, c'est de vous dire que le PSE se porte très bien. Et donc, nous n'avons pas de problème de moyens aujourd'hui, vraiment. Nous n'avons pas de problème de moyens. Ce que nous suivons, c'est plutôt l'exécution dans les délais des différents projets. C'est pourquoi j'ai lancé le concept de gestion axée sur les résultats, le GAR. Et que toutes les actions aujourd'hui ont fait l'objet d'une évaluation et d'une planification et sont suivies à temps réel. À temps réel, on sait pourquoi la lettre qui devait quitter le ministère sectoriel A n'est pas arrivée au ministère des Finances à telle date, parce que le ministère des Finances doit faire une requête, ou pourquoi le ministère des Finances n'a pas décaissé telle dépense ou telle autre. Donc nous en sommes arrivés à ce niveau. Donc les choses vont aller beaucoup plus vite maintenant, puisque tous les ministres savent s'ils ont une carence quelque part, voilà, ce sera détecté immédiatement. Et chaque conseil, on fait le point. Celui qui fait le point, il est indépendant. Enfin, il ne dépend que du président. Donc il doit dire la vérité. Et lui-même, s'il ne dit pas la vérité, il sera contredit. Les données sont là. Et c'est comme ça que nous travaillons dans une confiance et dans un esprit d'efficacité et de compétitivité. En ce qui concerne, Alassane, le taux d'endettement, 47%, c'est très en deçà. C'est très en deçà des possibilités d'endettement qui doivent aller jusqu'à 70%. Pour nos pays, je rappelle que les pays les plus développés, comme les États-Unis, ils sont à plus de 114-120% de leur PIB, produit intérieur brut. Donc nous n'avons pas un endettement surélevé. Mais nous devons être prudents, parce qu'il faut bien s'endetter. Il ne faut pas s'endetter n'importe comment. Parce que si vous vous endettez n'importe comment, vous payez un service de la dette qui est hors de portée. Un exemple aussi sur les faits et les chiffres. En 2011, le Sénégal, pour la première fois, est allé sur le marché. C'était déjà une innovation. Il fallait s'en réjouir et féliciter le gouvernement qui était là d'avoir pu inspirer la confiance. Ils sont allés lever un eurobond, mais rémunéré à 8,75%. Pour nous, c'est trop cher. Et 2 ans après, le Sénégal est retourné sur le marché. Il a levé 500 millions de dollars à 6,25%. Vous voyez la différence. Au moment où je vous parle aujourd'hui, si on doit lever, ça va être 5%, parce que le pays est crédible. Il a une grande signature. Et tous les partenaires du monde veulent acheter de l'eurobond sénégalais ou du soukouk sénégalais. Mais ça, ce qui le fait, c'est le respect de la parole économique. C'est de respecter ses engagements en matière de remboursement de dette à temps. C'est aussi la crédibilité et la stabilité du pays. C'est pourquoi on ne doit pas jouer à se faire peur. Parce que tous les jours, à travers les médias, on pense qu'on est à Bagdad, bam, 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 mais heureusement c'est des paroles. Heureusement c'est des paroles, mais il ne faut pas qu'on perde de vue que tout ça peut donner un mauvais signal quelque part. Mais heureusement, les acteurs économiques sont très lucides sur les réalités et sur les tendances. Que c'est un pays stable. Nous avons eu 2 alternances pacifiques, malgré les écueils par moment. Nous avons une très grande stabilité de notre constitution et de nos institutions. Et ça compte.
Nous avons une crédibilité internationale sur les engagements du gouvernement et du président de la République. Aujourd'hui, la signature du Sénégal est une signature très forte. Si on voulait lever 1 milliard de dollars, on pourrait le faire demain. Et le Fonds monétaire va nous accompagner parce qu'il sait que nous avons un endettement prudentiel. Nous essayons de mettre tout cela sur le marché et de tirer le meilleur profit de la dette. Et nous sommes même en train de racheter cette dette qui pouvait être très chère par une dette plus étalée, c'est-à-dire minimum 10 ans, voire 15 ans, c'est ce que nous essayons d'obtenir, et des taux de croissance les plus bas possibles pour que le service de la dette nous permette de respirer un peu. Figurez-vous, quand je venais d'arriver, nous payions pratiquement 56 milliards par mois comme service de la dette, un peu plus que les salaires de tous les fonctionnaires, service de la dette. Aujourd'hui, ça a baissé un tout petit peu, ou ça augmente, mais parce que les volumes sont devenus plus importants et les conditions plus étalées. Donc voilà la réalité, en tout cas, de la dette sénégalaise. Donc elle s'améliore en qualité et donc elle est étalée dans le temps avec des taux plus bas. Et c'est cela qui fait que nous nous portons encore mieux pour financer les infrastructures. Nous allons lancer un train électrique à écartement standard. Ça, c'est un projet très structurant. Il ne peut pas coûter moins de 300 milliards. Ce n'est pas tous les pays qui peuvent engager une telle infrastructure. Et il faudra donc que nous puissions être très vigilants sur le portefeuille global, sur l'endettement. Puisque si on ne fait pas attention aussi, on se laisse aller. Hein, l'argent est là, bon, on dit on fait tout, et en même temps. Or, il faut une corrélation presque linéaire entre l'investissement public et la croissance. Autrement, on investit mal, ou alors il y a une corruption dans la dépense publique. Donc cet indice doit être surveillé au quotidien pour que, en tout cas, notre dette soit une dette de qualité. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de problème d'endettement excessif au Sénégal, au moment où je vous parle. Pour ce qui concerne la subvention sur l'électricité, là aussi, ce que le Fonds monétaire a toujours dit est une vérité. C'est-à-dire le Fonds, parfois, on lui fait de faux procès. Ce qu'il dit en général, il dit vous subventionnez des secteurs où les bénéficiaires eux-mêmes sont des personnes privilégiées par rapport à la grande masse que vous avez. Parce que si vous venez dans le secteur urbain, vous subventionnez l'électricité, alors qu'il n'y a que 26% de Sénégalais en milieu rural qui ont accès à l'électricité. Les 74% n'ont pas accès, sont dans la pénombre absolue. Vous allez mettre 120 milliards, par exemple, en 2012, quand je suis arrivé. 120 milliards de subventions. Plus que le budget du ministère de la Santé. Plus que le budget du ministère de l'Agriculture à l'époque. Ce n'est pas cohérent. Il fallait des solutions. Ce qu'on a dit, moi je leur ai dit, la solution, elle doit être d'abord structurelle. La réponse, c'est de produire une électricité la moins chère possible. Mais tant que nous sommes bien sûr dans des groupes qu'on va louer, qui utilisent du gasoil comme un véhicule qui va en Badakhoun, comment pouvez-vous, à partir du gasoil, générer des mégawatts? Ce n'est pas cohérent. Il fallait donc des solutions structurelles à long terme. Ça a été le mix énergétique. Et nous avons entamé la diversification. Je dois dire d'ailleurs qu'elle a été entamée avant nous sur un volet, le charbon. Parce que le charbon, en base, il est beaucoup moins cher. Mais nous ne faisons pas que du charbon parce qu'il faut diversifier pour éviter la spéculation pour une seule source. Que quand le secteur aura un problème, nous serons paumés. Nous avons dit, faisons du charbon, renforçons le pôle hydroélectricité, qui en réalité est le moins cher, à travers nos organismes de bassin, OMVS, OMVG. Mettons également du gaz et mettons du fuel lourd, mais bannissons déjà les diesels. Aujourd'hui, les diesels, quasiment, on n'en fait plus. Et cela a baissé de fait le coût de production de la Sénélec. À cela, il faut ajouter la baisse des prix des produits pétroliers. Ça a été plutôt une conjoncture favorable. Et cette année, nous sommes à moins de, je pense, si je ne fais pas d'erreur, moins de 40 milliards ou 30 milliards de subventions toujours
aux consommateurs. Mais il y a une très forte tendance. Et lorsque nous aurons fini d'accueillir nos centrales au charbon, et nous en avons pour 125 MW qui ont été entamés avant, mais qui ont été bloqués. Nous sommes en train de débloquer le projet. 300 MW également avec une autre centrale à Mboro et 350 dans toujours la région de Thiès. En base, nous aurons au moins plus de 700 MW ou 600 bases charbon. Et le reste diversifié. 150 MW en énergie renouvelable, que ce soit le solaire qui a baissé aussi, que ce soit l'éolienne. Donc c'est par cette réponse structurelle que d'abord nous allons améliorer la gestion et réduire les subventions qui iront effectivement aux secteurs sociaux tels que la santé, où nous allons aller vers la couverture maladie universelle, où nous avons fait les gratuités de 0 à 5 ans, où le plan Sésame que nous avons trouvé qui était une bonne politique, nous le renforçons pour que les plus de 60 ans, effectivement, n'aient plus de graves difficultés. Donc, il ne s'agit pas de dire on est contre les subventions. Non, c'est un jeu d'écriture. On prend ce qu'on donne au secteur urbain, électricité, on le redistribue aux secteurs sociaux, éducation, santé ou infrastructure. Voilà donc, mais il n'y a pas de problème. Nous sommes parfaitement en phase avec nos partenaires et nous avons donné à la Sénélec des obligations aussi de résultats. Et un contrat de performance a été signé où nous suivons au quotidien les indicateurs. Le Sénélec fait des efforts, je dois le dire, et il faut qu'il s'inscrive dans cette perspective de performance dans le secteur de l'électricité. Madame Evelyne Mandjouba, vous avez parlé des marchés publics qui passionnent tant les Sénégalais. Nous avons fait une réforme sur la base d'un constat. C'est que l'avènement du Code des marchés publics qui a été salué a aussi finalement généré des blocages à cause de la superposition de tous les marchés à la direction centrale des marchés publics. Parce que toutes les administrations, toutes les collectivités sont obligées, même pour acheter n'importe quoi, pour acheter des consommables dès lors qu'on dépasse 15 millions de francs CFA, de recourir aux autorisations, de faire... Et on a vu que ce qui bloquait le plus, c'était le volume de marchés qui sont insignifiants en réalité. Parce que lorsque nous parlons d'un budget, par exemple, de 2800 milliards, sur lequel vous avez à peu près de 1000 milliards pour la commande publique en matière d'infrastructures, principalement, on ne doit pas bloquer tout ce process par au total moins de 2 à 3 milliards, mais qui sont de petites dépenses, hein, fournitures de papier, de bic, de je ne sais quoi, qui prennent tout le temps du service central et des ministères. Donc on a dit qu'il faut augmenter le seuil qui était il faut augmenter le plafond ou les seuils des marchés, si vous voulez, au lieu de dire à 15 millions ou 20 millions, 25 millions pour les bâtiments. C'est-à-dire qu'ici à Kaffrine, ce conseil régional aurait besoin de faire 2 pièces. Il lui faut faire vraiment toute la procédure des marchés publics. Donc on dit augmentons les seuils à 70 millions de francs pour les travaux et à peu près 60 ou 50 millions pour l'achat des biens et services. Et cela, déjà, a décongestionné. Et en ce moment, la direction, elle s'occupe de choses plus intéressantes. À partir de 70 millions au moins, jusqu'à X milliards. Et cela participe à alléger, mais ce n'est pas dans ces faibles montants que véritablement il y aura de la grande corruption. Non, au contraire, c'est un allègement, une bouffée d'air qui a été donnée pour que les gens se concentrent sur l'essentiel. Il ne faut pas non plus que les procédures soient un obstacle. Ça doit aider à la gouvernance, ça doit aider pour crédibiliser notre état de droit, mais on ne peut pas, on n'est pas là pour faire des procédures. C'est clair. Mais on doit les respecter, puisque c'est la loi et le règlement. Mais tout cela doit être fait dans les règles de l'art. Vous savez que j'ai même fait recours au programme des Nations Unies pour le développement. Je leur ai confié des marchés publics de l'État pour aller plus vite. Parce que ce qui nous importe, c'est d'avancer. On ne peut pas avancer à pas de tortue quand on veut de l'émergence dans un pays. Ce n'est pas possible.
Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Si on veut rester là, noter bon élève du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, moi je ne suis pas là pour ça. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis là pour faire bouger le Sénégal, dans le bon sens. Maintenant, il faut respecter la gouvernance. Et nous avons fait ce qu'aucun pays ici en Afrique n'a fait. Aucun. En termes de gouvernance, en termes de déclaration de patrimoine, de création de l'OFNAC pour accompagner justement toute cette gouvernance et toute cette charte sur l'intégrité nationale. Il ne faut pas qu'on nous fasse ce procès. Je pense que le Sénégal est sur la bonne voie. Chaque fois que moi j'identifierai des goulots d'étranglement, je les réformerai. Moi, je suis un réformateur. Je ne suis pas là pour constater et pleurnicher sur des blocages. Non, je les modifie. Les lois sont faites pour être modifiées. Seulement, il faut faire les modifications en dialoguant avec les acteurs. Les acteurs, ce sont les partenaires, c'est la société civile, c'est le secteur privé. Poser sur la table les problèmes. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs dans cette réforme. Elle était totalement accompagnée et totalement soutenue par le secteur privé, par la société civile. Alors vous pouvez toujours trouver des individus qui sont d'accord avec personne. Ça aussi, c'est la vie. On ne va pas nous s'arrêter parce que simplement M. Newton ou Mme Tournesol ne veut pas qu'on avance. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui contestent tout. Ils sont dans leur rôle. Nous, nous sommes dans notre rôle de faire avancer les choses positivement. Mais il n'y a absolument aucune inquiétude. Oui, vous avez dit les engagements, toujours Mme Mandjouba, plus de 2000 milliards. Oui, mais on a cet argent, puisque chaque année, le budget du Sénégal, c'est au moins aujourd'hui 2900 milliards. On va aller bientôt à 3000 milliards par an. Et quand nous parlons de ces engagements, c'est sur un plan triennal qui est glissant. Donc c'est ça que certains n'ont pas peut-être bien saisi. Quand vous prenez le BCI, même dans l'année, on dit qu'il y a 1000 milliards. Les 1000 milliards sont répartis sur les 14 régions. Il y a des salles de classe par ici, il y a des pistes par là-bas. Quand nous venons dans une région, nous essayons d'être un peu équitable, de voir qu'est-ce qui a été programmé globalement pour cette région. On prend ministère par ministère. On fait la somme. On se rend compte qu'il n'y en a pas assez. Ou il y en a peut-être un peu plus. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus. Ou qui ont même trop par rapport aux autres. On module. On réoriente. C'est comme ça qu'on peut augmenter ici, diminuer là-bas, ou globalement augmenter pour tout le monde et s'endetter un peu plus dans le délai pour atteindre nos objectifs. Mais tout ce qui a été dit sera fait et a commencé à être fait. Nous avons des indicateurs très précis. Je l'ai dit hier, l'autre jour à Kaolack. Nous sommes à 38% par exemple pour la région de Kaolack en taux d'exécution sur les 50 actions qui ont été préconisées dans la région. 38% de taux de réalisation. Donc ce que nous faisons là, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la démagogie, c'est de la politique économique. Et nous avons les moyens de notre politique. Parce que moi, je ne vais pas proposer aux Sénégalais de leur dire « je vais vous amener sur la Lune ». Je ne peux pas le faire. Je n'en ai pas les moyens. Je ne vais pas leur dire « je vais vous acheter des Airbus A380 pour notre compagnie nationale » parce que c'est de la démagogie. Mais ce que je dis là, je vais vous faire les 1000 km de piste, c'est dans les possibilités et je le ferai, Inch'Allah. Je construis 2 universités pour 130 milliards, je le ferai, j'en ai les moyens. Donc, ce que nous disons là est tout à fait à notre portée et nous avons déjà amplement commencé à réaliser ces objectifs. Donc, soyez rassurés, l'argent est là, c'est ce que d'abord nous générons, nous, en tant qu'État. Et je vous rappelle que nous avons augmenté de plus de 100 milliards les recettes de notre pays en 2 ans. 100 milliards. En termes d'efficacité de la recette. Et nous avons optimisé notre dépense publique. Donc, on réduit tout ce qui est charges inutiles. Le téléphone de l'État, par exemple, on a gagné 14 milliards en 2 ans. Sur la facture téléphonique de l'État. C'est presque autant que la bourse familiale, qui est de 20 milliards cette année. Sur l'eau, nous sommes en train d'engager les réformes. Sur les logements conventionnés. Donc, nous optimisons la dépense publique et nous optimisons les marchés publics, disons, la commande publique.
en mettant aussi la concurrence. Je reviendrai sur l'entreprise nationale. C'est ce qui fait qu'en dépensant mieux et en améliorant les recettes publiques, bien entendu, nous avons plus de possibilités que par le passé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et n'oubliez pas que nous avons déjà mobilisé 10 000 milliards pour d'ici 2018, qui sont dans le PAP, plan d'action prioritaire. Donc l'argent est là, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est comment l'utiliser. Est-ce que ce qui est dit est fait sur le terrain? Et je dis au Premier ministre, non seulement moi je vais être sur le terrain, je suis géologue quelque part, donc j'aime bien le terrain, mais le gouvernement lui-même doit être sur le terrain, le Premier ministre avec tous les ministres, régulièrement, pour vérifier, parce que souvent on nous dit non c'est fait, les appels d'offres sont faits, vous venez, vous ne voyez rien. Donc nous serons sur le terrain pour voir de façon concrète la traduction des engagements. Et ça, je pense que tout le monde sait que ce sera fait, Inch'Allah.